Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. Bonjour à tous. Des querelles, des émotions vives, des conflits ouverts. Nous traversons une époque houleuse. Au programme de Parlons Vrai chez Bourdin ce matin, des députés qui dépassent les bornes à l'Assemblée nationale. L'un d'entre eux nous fera part de son ressenti, Louis Margueritte, pour la majorité présidentielle. La révolte d'une partie des banlieues interroge toujours et encore. C'est l'objet de notre débat politique de 11h avec des représentants du RN, de l'IOT et de LFI. Un an des Jeux Olympiques, encore un an et nous y serons. Le sport français sort-il de la crise institutionnelle? Le nouveau président du CNOSF, David Lapartien, sera notre invité à 12h10. Vous intervenez, vous les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300 sur ces questions qui nous amènent à la question logique que se pose chaque jour Félix Mathieu: dans quel monde on vit? Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Frédéric, bonjour tout le monde. Alors, vous êtes dans le train, dans un TGV Bordeaux-Marseille, retardé, tenez-vous bien, d'une demi-heure hier à cause de jeunes gens qui s'étaient cachés où? Dans les toilettes. Et qui étaient restés coincés, c'est bien là le problème. Imaginez pour les autres passagers qui ont loupé leur correspondance à cause de ces deux génies. Âgés d'une vingtaine d'années, ils ont eu une première mauvaise idée à Bordeaux en montant sans billet valable. Bon, faut dire que souvent c'est un peu cher le TGV, mais bon. Deuxième mauvaise idée, en croisant le contrôleur, il décide d'aller se réfugier dans les toilettes. C'est la Dépêche du Midi qui nous rapporte cette histoire. Et troisième mauvaise idée, sans doute la pire, une fois caché dans le petit coin, il décide de casser la poignée intérieure, des fois que sans doute pour tenir un siège de toilette bien sûr. Oui. Sauf que du coup eux-mêmes se sont retrouvés enfermés, impossible de sortir. Lors de la halte du TGV en gare de Toulouse-Matabio, les policiers ont eu bien du mal, impossible d'ouvrir la porte. Ils ont fini par briser la vitre des toilettes pour les extraire par la fenêtre du TGV. Une demi-heure de retard, donc le temps de procéder à la délicate opération, le temps de sortir le drôle de colis piégé, oserais-je dire. Bon, vous me direz, ça prouve que le loquet des toilettes fonctionne bien dans les TGV. Vous pourrez y aller tranquille la prochaine fois. On ne peut pas se sauver. Voilà. Résultat, en guise de soleil et de canne-bière, nos deux jeunes voyageurs ont dû se contenter d'un séjour plus ombragé en garde à vue au commissariat central de Toulouse. Ils ont plaidé coupables. La SNCF a porté plainte. Bilan des courses, leur voyage pourrait bien leur coûter cher, très cher, encore plus cher sans doute que de billets de TGV. Eh oui, voilà. C'est une vieille histoire, se cacher dans les toilettes. Eh oui. Bon, après, tout dépend de ce qu'on y fait. C'est risqué. C'est toujours. Merci Félix Mathieu. Allez, savoir et comprendre tout de suite avec notre premier invité. Louis Margueritte, député Renaissance de Saône-et-Loire. Elisabeth Borne a critiqué Mathilde Panot qui a quitté une réunion à Matignon avant la fin. À l'Assemblée nationale, les échanges sont particulièrement houleux. Jusqu'où irons-nous? Merci de nous prêter oreille, Louis Margueritte, et de nous faire part finalement de votre ressenti. Est-ce que c'est tenable en ce moment l'atmosphère à l'Assemblée nationale? En tout cas, ce qui est pas tenable, c'est les spectacles, et ça arrive malheureusement régulièrement, assez affligeants que l'on observe et qui viennent principalement d'un certain nombre de députés de la France Insoumise. J'y bien un certain nombre parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. Il y a des moments, et heureusement, où le travail se fait correctement. On peut s'opposer durement et chacun défend son conviction. Moi, j'ai eu l'honneur d'être rapporteur d'un projet de loi sur le partage de la valeur et le débat s'est plutôt bien passé, même si on pouvait être opposé sur un certain nombre de points. Et en revanche, et c'est ce qu'a voulu souligner la Première ministre, des moments où, au-delà des idées, au fond, la forme est totalement contradictoire avec l'image qu'on devrait pouvoir donner d'une institution comme l'Assemblée nationale. Et c'est un exemple concret. Voilà, oui. Un exemple concret. Louis Margueritte, nous l'écoutons et nous revenons avec vous. C'est la passe d'armes. Mathilde Panot, Elisabeth Borne. Extrait. Êtes-vous, oui ou non, favorable à l'abrogation du permis de tuer de la loi Cazeneuve qui a provoqué l'explosion du nombre de morts en cas de refus d'obtempérer? Je cherche vos condamnations et j'entends des excuses. Avec votre parti, vous instrumentalisez un drame. Vous refusez de condamner clairement les violences. Vous refusez d'appeler au calme. Des mairies et des écoles sont incendiées. Et vous cherchez des coupables partout, dans toutes nos institutions républicaines, sauf chez les auteurs de violences. Un extrait particulièrement parlant, Louis Margueritte, donc député Renaissance Saône-et-Loire, qui est avec nous. Est-ce que finalement, ce que vous craignez, vous les députés, c'est que ces propos, ces débats, ces thématiques issues de l'Assemblée nationale, finalement, ne fassent tache d'huile encore un peu plus dans la révolte actuelle? Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ne pas appeler
au calme, à l'apaisement et à l'arrêt des violences, c'est totalement irresponsable et inadmissible. Quelles que soient ses convictions, lorsqu'on est responsable public, quand on est en position d'une certaine façon d'avoir une influence sur la société parce qu'on partage nos idées, qu'on les diffuse, on a voix de presse parce qu'on a capacité à s'exprimer, ne pas appeler au calme, c'est totalement inadmissible et c'est grave. Et je pense qu'ils porteront une lourde responsabilité lorsqu'on fera le bilan de tout ce qui s'est passé au cours de ces derniers jours. Donc oui, ça pose un problème. Je trouve que le spectacle qu'on offre à certains moments est dramatique parce qu'il y a notamment plus des gens qui viennent nous voir. Non seulement c'est retransmis comme vous savez, mais surtout il y a des gens qui viennent nous voir. Il y a parfois des enfants et quand il y a des échanges d'insultes, même quand il s'agit de citer les uns ou les autres, eh bien c'est extrêmement grave. Comment voulez-vous dire aux gens et en particulier dire à nos plus jeunes qu'il faut avoir une maîtrise de soi, qu'il y a un certain niveau d'éducation à avoir et en tout cas un certain niveau de comportement lorsque les représentants de la nation, les représentants du peuple s'expriment comme des charretiers avec parfois des insultes et des invectives dans l'enceinte qui doit être l'enceinte nationale. J'entends Louis Margueritte dans vos propos de député de la majorité présidentielle finalement que à l'Assemblée nationale, bon ça a toujours été houleux, c'est le principe de la discussion, mais finalement il y a ceux avec qui on peut discuter et ceux avec qui on ne discute plus, c'est ça, et on ne parle plus du Rassemblement national en l'occurrence, on parle surtout des gens de LFI et même pas de la NUPES. Est-ce qu'on peut avoir une idée précise de ce que vous en pensez? Vous discutez avec les uns, vous craignez de discuter avec les autres, c'est ça? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la NUPES, on les sent plus divisés, en tout cas sans doute plus divisés que ce qui a été le cas il y a maintenant un an au début de la mandature. Moi, j'ai très bien travaillé avec la députée écologiste Eva Sass dans le cadre du rapport d'information sur le partage de la valeur, même si on partage pas beaucoup d'idées en commun sur un certain nombre de sujets économiques, mais on a pu travailler, on a même eu des points, quelques points d'accord sur des sujets de fraude fiscale, par exemple, et des choses comme ça. Le Parti socialiste, je note qu'ils ont voté favorablement le projet de loi qui transcrit cet accord national interprofessionnel. Donc on voit bien qu'il y a effectivement des députés raisonnables, des députés qui pourraient, j'en sais rien, en tout cas ont vocation peut-être un jour, enfin on verra, en tout cas être des partis dits de gouvernement, mais c'est pas le cas effectivement de la France insoumise qui régulièrement, en tout cas un certain nombre de députés de ce groupe, considère l'Assemblée nationale comme un espace, je sais pas, au mieux théâtral et sans doute de rime. On peut s'opposer durement sur le fond, ça évidemment, bien sûr que ça doit être le lieu du débat, et il est totalement sain. En revanche, il y a un certain comportement à avoir. Quant aux députés du Rassemblement national, simplement quelques secondes, en réalité, on ne sait pas bien ce qu'ils pensent. D'abord, ils prennent assez peu la parole. Parfois, il leur arrive de dire tout et son contraire. Certains me disent qu'ils souhaiteraient qu'on puisse toucher aux éléments d'assurance chômage. Je leur rappelle juste qu'ils ont voté contre ce qu'on a fait sur l'assurance chômage et en tout cas les modulations en termes de durée d'indemnisation. Donc on sait pas bien. Mais dans la question de forme, on va dire que quand même dans la question de forme, parce que c'est un petit peu plus là-dessus que je vous interroge et que les auditeurs de Sud Radio se posent la question, dans la forme, vous concevez que le Rassemblement national respecte le principe d'un certain calme parlementaire? Voilà, on va dire que c'est peut-être un respect de principe. C'est vrai, en tout cas, on les entend moins. Il y a moins d'invectives venant dans leur banc. Tout ça est une moyenne, c'est pas toujours vrai. En revanche, comme ils ne s'expriment pas, on a vraiment du mal à savoir ce qu'ils pensent. Je sais que c'est sur le fond, mais néanmoins, il serait quand même bon de savoir ce qu'ils pensent sur un certain nombre de sujets. Je pense qu'on aurait sans doute quelques bonnes surprises. Alors toujours sur la forme, un extrait que je voudrais vous soumettre, Louis Margueritte, c'est cette fameuse passe d'armes. Alors petit extrait que nous avons choisi avec notre réalisateur Maxime Sénat entre Antoine Léaumont et Gérald Darmanin. Ferme ta gueule, tête de chien. Tu veux qu'on t'encule ou quoi? Ces propos sont ceux de policiers à ces jeunes gens. Ils vous choquent, tant mieux. Peut-être que vous allez réagir. Le code de déontologie dit que le policier doit se comporter d'une manière exemplaire qui inspire en retour respect et considération. Monsieur le député, faites mentir la phrase de Jacques Brel. Vous n'êtes pas en effet des révolutionnaires, vous êtes des petits révoltés, soyez au rendez-vous de la République. Alors au-delà des idées, Louis Margueritte, et de ce qu'elles peuvent engendrer, bien sûr, c'est la forme. Nous avons l'impression de l'extérieur, vous qui vivez à l'Assemblée, quand je dis vivez, qui travaillez à l'Assemblée en tant que député, est-ce que la forme, les mots utilisés, les invectives ne sont pas finalement encore eux aussi un peu plus violents à l'image de ce qui se passe dans la société ?
Mais oui, je partage la réponse à votre question. Et encore une fois, comment voulez-vous montrer l'exemple lorsqu'on entend de tels propos? Fut-il rapporté? Encore une fois, je suis pas. C'est le rôle du député de faire état de ce qui se passe dans sa circonscription, des témoignages ou ailleurs d'ailleurs, des témoignages qu'il reçoit. C'est son métier justement, c'est le mandat qu'on lui a confié. Mais en revanche, utiliser les mêmes mots, fut-il de la bouche d'un autre ou de quelques autres s'ils existent, eh bien oui, c'est un problème. Ces mots ne doivent pas être prononcés dans la Assemblée nationale. On peut dire qu'on peut être choqué par tel ou tel propos. Encore une fois, je ne les connais pas et donc je ne veux pas chercher à juger sur le fond. Mais en revanche, là, on ne devrait pas utiliser ces mots. Surtout que tout ça est public, c'est retransmis à nouveau. Il y a parfois des gens qui viennent physiquement au premier étage de l'Assemblée nationale pour observer. Parfois, il y a des enfants. Je pense qu'on devrait être l'exemple. Et quand on entend ça et quand on assiste à ce qu'on voit, eh ben, on ne peut pas être un bon exemple pour la société et ceux qu'on représente et qu'on devrait représenter beaucoup plus dignement que cela. Louis Marguerite, faites une confidence aux auditeurs de Sud Radio qui vous écoutent et qui peuvent intervenir au 0826 300 300. Est-ce que vos discussions en dehors de l'hémicycle, c'est-à-dire dans le Palais Bourbon, dans les couloirs, dans les coursives, est-ce que ces échanges sont tout aussi violents ou est-ce que c'est parce qu'on est dans l'hémicycle et c'est l'échange qui est filmé qui fait que ça monte en intensité ? En tout cas, je ne sais pas si c'est une confidence, mais je vous confirme que lorsqu'on est en dehors de l'hémicycle, en règle générale, pas toujours vrai, mais en règle générale, il y a un dialogue qui est beaucoup plus feutré, beaucoup plus mesuré. Et j'allais dire heureusement, parce qu'on a aussi besoin d'avancer sur le fond et sur la forme. Et encore une fois, on peut faire état de nos désaccords, même s'ils sont profonds, même s'ils sont difficiles. On peut s'opposer durement à tel ou tel point. Mais effectivement, on voit bien que lorsque c'est visible, lorsque tout ça est rendu public, parce que c'est le propre de la démocratie de rendre public nos débats dans la séance publique, eh bien effectivement il y a une forme de désinhibition, voilà, chez certains et en particulier chez les députés de la France Insoumise, et c'est un énorme problème. Et encore une fois, c'est un énorme problème pour l'exemple, d'une manière générale pour ceux qu'on représente et en particulier pour les jeunes. Donc oui, je vous confirme que en dehors de l'hémicycle, il y a heureusement, enfin malheureusement, j'en sais rien, un dialogue plus feutré et plus raisonnable et un peu plus courtois. Oui, finalement, heureusement, parce que ça ne peut pas durer en restant sur ces bases. Alors, juste un dernier petit extrait avec vous, Louis Marguerite, avant de vous laisser, bien sûr, à vos travaux. Ça ne concerne pas donc les émeutes, mais une question de justice avec la sortie d'Hugo Bernalicis. Alors, monsieur le ministre, pour attirer votre attention, ils ont un peu détourné une chanson. Je suis sûr que vous allez reconnaître. Ça fait « Oh, dis-moi, regarde-moi, je ne sais plus comment aimer mon boulot de greffier. Parle-moi, ne me méprise pas, dans un hémicycle, je ne sais plus pourquoi lire, mais trimer, vous pouvez pas chanter. mais pourquoi continuer ?» Bon, chanson d'Isabelle Boulay, qui est la compagne d'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. Là, qu'est-ce que vous en pensez? On touche le fond, on est dans du sympathique, parce qu'on avait déjà eu des chants de par le passé, qui étaient plus ou moins sympas. On en est où, là, quand on entend ça? Les bras m'en tombent, enfin c'est affligeant. Je crois que le député des Bernalicis voulait faire référence effectivement à la profession de greffier, enfin si on comprend bien son intervention, mais on peut intervenir, on peut interpeller le ministre, c'est le rôle du Parlement, mais encore une fois, pas comme ça, pas avec cette méthode. On n'est pas, on est dans l'Assemblée nationale, enfin c'est un lieu chargé d'histoire, où on a voté des lois très importantes pour le pays, très très structurantes pour l'avenir du pays, et je crois que c'est manquer de respect à tous ceux qui nous ont précédés, qui ont voté des lois extrêmement importantes, que de se comporter de la sorte. On peut interpeller, même encore une fois durement, le ministre, mais pas de cette façon-là, et encore moins en chantant. C'était déjà arrivé, vous avez raison, notamment à la fin du débat sur la réforme des retraites. Encore une fois, c'était une réforme difficile, on le sait, mais il y avait eu un chant, et j'avais trouvé ça totalement scandaleux. On est rentré dans nos circonscriptions, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que ça renvoie comme image, et qu'est-ce que les gens doivent se dire lorsqu'ils voient les gens chantonner et interpeller de cette façon, avec autant d'invectives et autant de violence. Merci Louis Marguerite. Juste en un mot, quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous rentrez dans l'hémicycle, vous avez une boule au ventre, vous êtes comment, en un ou deux mots? Non, pas de boule au ventre, toujours. Moi, honnêtement, c'est toujours avec beaucoup de fierté que je rentre dans l'hémicycle, parce que c'est un lieu où on fabrique la loi et où effectivement on représente ceux qui nous ont fait confiance, et même plus généralement, même ceux qui nous ont pas fait confiance. Donc moi, j'y vais toujours avec l'envie d'écouter, l'envie de participer. Ça a été le cas pendant 15 jours avec la loi que j'ai l'honneur de défendre. Donc non, pas la boule au ventre. Et effectivement, en espérant que ça se passe mieux. Parfois, ça se passe mieux, mais malheureusement, les cas qui nous sont rapportés sont ceux qu'on cite. Donc plutôt dommage, plutôt triste quand on assiste à ces spectacles. Oui. Merci beaucoup, Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire. Vous intervenez, les auditeurs de Sud Radio, pour réagir à ce qui vient d'être dit, ce que vous venez d'écouter. 0826 300 300. On va s'élever un petit peu après. Nous prendrons la navette Ariane 5. À tout de suite. Frédéric Brindel.
Ça sera le fil rouge de cette émission ce matin, ces débats politiques autour de la révolte d'une certaine partie de la population des banlieues. Comment jugez-vous nos députés, ceux de LFI, mais les autres aussi? N'hésitez pas, 0826 300 300. Le deuxième thème que nous voulons développer avec vous, bien, il nous permet de nous envoler. Ça va faire du bien. Ça y est, après 2 reports, la fusée Ariane 5 a finalement pu décoller ce mercredi 5 juillet, donc avec le décalage horaire, ça se passe à Kourou en Guyane. Nous en parlons avec Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir. Bonjour Olivier Lascar. Bonjour à toutes et à tous. Alors l'important bien sûr c'est que Ariane 5 est bien décollé, que ça soit bien passé, mais il y a quelque chose de particulier, c'est que c'est sa dernière Ariane 5, expliquez-nous pourquoi. Et oui, c'était le dernier tir d'Ariane 5, c'est la fin de 26 ans de carrière, le 117e tir. Elle a connu que 2 échecs, Ariane 5, dans toute sa carrière. Notamment le premier, ouais. Ouais, c'était partir sur de mauvais rails, mais ils ont rétabli la chose très rapidement. Et ensuite, il y a eu un 2e échec en 2002, mais entre-temps, le lanceur européen s'est bâti une réputation de robustesse, de solidité extraordinaire qui fait qu'elle a été impliquée dans des missions extrêmement importante, comme assez récemment, le jour de Noël 2021, Ariane 5 a lancé dans l'espace un télescope qu'on appelle le James Webb, qui est un télescope d'une précision extraordinaire. Confié par la NASA, Oui, un bijou de technologie. Le prix que ça coûte, 10 milliards de dollars. Évidemment, on ne se fait pas un feu d'artifice à 10 milliards de dollars, donc il fallait être sûr de son coût. Donc Ariane 5 a prouvé son efficacité pendant des années et des années, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Expliquez-nous, parce que les auditeurs de Sud Radio aiment bien aussi, nous aimons tous bien savoir à qui on a affaire. Ariane 5, c'est quoi? C'est français, c'est européen, les Français ont la primeur dessus. Qui doit être fier de cela? C'est l'Europe. C'est une entreprise collective. C'est une réussite importante de l'Europe. On a parfois du mal à discerner justement les réussites du vieux continent. Et bien là, c'en est une majeure, extraordinaire. Avec le spatial européen, on a réussi les premiers, par exemple, à poser une sonde sur une comète. C'était la mission Rosetta et c'était aussi Ariane 5 qui a envoyé cette sonde dans l'espace. C'est des missions très importantes parce que en allant voir des objets célestes comme cette comète qui est restée telle que au début de la création de l'univers, on peut savoir d'où on vient, on peut savoir quelles étaient les recettes de cuisine cosmique initiales. Ça dit beaucoup de nous, finalement. Absolument, c'est une quête des origines. Le spatial est une quête des origines. Et le spatial européen a marqué des points extraordinaires. Mais si je dis que ça ne suffit plus aujourd'hui, c'est que tout a changé dans le domaine du spatial avec l'intrusion des acteurs privés. Oui, avant, le spatial, c'était le public et maintenant, c'est le privé. Notamment avec SpaceX, voilà. Et oui, l'incontournable Elon Musk. SpaceX n'est pas le seul. Il y a d'autres entreprises aujourd'hui que SpaceX qui ont développé la participation des acteurs privés dans le domaine spatial. Mais SpaceX se caractérise par l'arrivée du low cost en quelque sorte dans le spatial. C'est-à-dire qu'ils ont cassé les coûts. On va y revenir, Olivier Lascar, je rappelle, vous êtes rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir, mais revenons quand même. Vous nous dites une fierté européenne. Là où la France tire son épingle du jeu, c'est que finalement, tout part de Kourou en Guyane française et de par la situation de la rampe de lancement, d'une certaine manière, c'est vrai que la France brille un peu plus. C'est un peu le porte-étendard. Oui, absolument. On peut le dire ça. C'est pas du tout usurpé. Le spatioport de Kourou est un lieu d'une très grande technicité qui évolue en permanence. Si on dit que c'est le dernier tir d'Ariane 5, c'est pas parce qu'on va plus faire de fusée, c'est parce qu'il y a Ariane 6 qui arrive. Oui, la 6. La 6e, la suite, quoi. Et pour lancer Ariane 6, le CNES, l'Agence spatiale européenne, a construit à Kourou en Guyane un tout nouveau pas de tir avec un dispositif d'assemblage inédit qui va participer à faire un lanceur qui sera beaucoup plus économique et qui va pouvoir justement rentrer en compétition avec SpaceX.
Donc oui, la France, elle tire quand même particulièrement son épingle du jeu. Mais la France est aussi une actrice de la conception de ces lanceurs Ariane 5 et Ariane 6. C'est-à-dire que le savoir-faire à la française, quoi. Hein. Oui. La science française, on n'en parle pas suffisamment, mais est extrêmement performante. On a tous les ans des Nobel français. Enfin, tous les ans, c'est pas vrai, on les a pas tous les ans, mais on a très régulièrement des Nobel français. Bon, allez, faisons-nous plaisir. Et oui, il faut le dire parce que c'est vrai, surtout dans des temps qu'on vit collectivement là, de façon très... C'est douloureux, c'est pénible, on ne sait pas trop où est la sortie du tunnel. Donc ça remonte un petit peu le moral, effectivement. Sur la qualité de l'association européenne et notamment du couple franco-allemand, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, s'est félicité de la mise sur orbite. Alors, il y a un satellite de communication militaire français et un satellite expérimental allemand. S'il y a finalement un lieu où, en ce moment, c'est au beau fixe la relation franco-allemande, c'est dans ce domaine. Oui, absolument, hein, parce que évidemment, il faut rappeler que si on lance une fusée, c'est pas pour la beauté de lancer la fusée. La fusée, on appelle ça un lanceur, hein, et il faut prendre ce mot au pied de la lettre. Un lanceur, ça sert à lancer quelque chose. Ça veut dire que tout en haut de la fusée, au niveau de son nez, il transporte ce qu'on appelle des charges utiles. Très souvent, ce sont des satellites. Donc, le job de la fusée, c'est d'envoyer des satellites en orbite. Et hier, effectivement, il y a eu ces 2 satellites que vous dites. Il y en a un qui va travailler pour l'armée française, et le spatial, ça participe aussi de la sécurité du pays, finalement. Oui, parce que ces deux satellites vont permettre d'éviter des brouillages, hein, c'est ça. Et en ces périodes de nécessaire information, il y a la guerre en Ukraine, etc., etc. Là, finalement, c'est une aide. Oui, parce que la technologie est rentrée dans toutes les sphères de la société. La science est dans toutes les sphères de la société. C'est vrai depuis très longtemps, mais ça l'est sans doute très particulièrement depuis ces dernières années, où on voit une accélération de toutes les questions d'ordre scientifique. Vous voyez, l'intelligence artificielle, il n'y a pas un jour sans qu'on en parle. La cybersécurité, il n'y a pas un jour sans qu'on en parle. Internet qui vient par le ciel et par les satellites de Starlink de Musk. Pas un jour sans qu'on en parle. Donc c'est de là que finalement tout part. Voilà, hein, c'est devenu prioritaire. Merci beaucoup Olivier Lascar pour nous avoir éclairé, et puis on suit évidemment ce voyage, le dernier d'Ariane 5. Vous êtes rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir, Olivier Lascar. Merci pour ces informations importantes. Dans un instant, vos informations, et puis arrive le grand débat politique du jeudi à 11h05-10. Nous aurons Paul Vannier, député LFI, Bertrand Pancher, député Elliott, Philippe Schreck, député RN. Ils arrivent dans un instant. L'actualité est chargée. L'actualité arrive. Frédéric Brindel. Voici 9 jours que le jeune homme de 17 ans, Naël, est décédé à la suite d'un contrôle de police. Une partie de la population habitant dans les quartiers défavorisés s'est révoltée violemment. L'heure de la réflexion politique, sociétale, l'heure de rendre des comptes au propre et au figuré est venue. Autour de la table en studio sur Sud Radio ce matin, et par ordre alphabétique, nous accueillons 3 députés. Bertrand Pancher, député Elliott de la Meuse. Bonjour monsieur Pancher. Bonjour. Bienvenue également à Philippe Schreck, député RN du Var. Bonjour. Et puis Paul Vannier, député LFI du Val d'Oise. Bonjour. Bonjour à vous 3. Bon, l'actualité est évidemment chargée. Les auditeurs de Sud Radio ont aussi plein de questions à vous poser. Ils peuvent le faire au 0826 300 300. Déjà messieurs, une première tendance, celle des déclarations de LR ces derniers jours, ces dernières heures, et notamment ce matin sur Sud Radio avec Olivier Marlex. Les émeutes sont le fruit d'une dérive issue de l'immigration. Est-ce que l'effondrement de l'éducation est aussi en question? Alors pour vous, messieurs, sur ces différentes déclarations, Bertrand Pancher, est-ce que vous allez dans ce sens, c'est-à-dire les émeutiers sont issus de l'immigration, déjà? Il y a d'abord, c'est un constat, il y a d'abord beaucoup d'émeutiers qui sont issus de l'immigration, parce que ce sont des personnes qui sont plus en difficulté que d'autres. Bon, il n'y a pas uniquement des personnes qui sont issues de l'immigration, puis immigration, pas immigration, c'est des Françaises et des Français. C'est des êtres humains, c'est des personnes qui ont besoin d'être mises dans le bon chemin et qui ont besoin de recoller aux valeurs de la République. Et le vrai problème, c'est les valeurs de la République. Quel idéal de fraternité, quels moyens nous mettons en œuvre, et puis évidemment la restauration de la paix et de la paix sociale.
c'est aussi des moyens, parce que il faut surtout pas traiter ça avec de l'angélisme. Paul Vanier, il y a un constat que vous faites aussi sur ces jeunes issus de l'immigration, ou pas du tout? Vous mettez ça de côté parce que de votre parti, les réponses ont fusé. Raciste, c'était le mot qui était dirigé à l'encontre notamment de Bruno Retailleau. Oui, est-ce qu'il y a encore des républicains chez les républicains? La question se pose, puisque tous ces responsables se succèdent pour faire un lien, construire un lien qui n'a aucun fondement, je crois, entre les origines géographiques, culturelles et la participation à ces révoltes urbaines. Il y a des Français en France. Les gens qui vivent en France sont très majoritairement des Français. Et c'est beaucoup de Français qui se sont révoltés ces derniers jours pour la raison qu'ils ne supportent pas de voir l'un des leurs, un jeune Français, tué. Beaucoup de Français qui se sentent exclus. Au nom de quoi se sentent-ils exclus? Au nom du fait par leurs origines aussi, peut-être. Parce que la République ne tient pas sa promesse de liberté, d'égalité et de fraternité. Quand vous vivez dans des quartiers où il n'y a plus de services publics, plus du tout de services publics, il n'y a même plus de commerce, il n'y a même plus parfois de tirettes pour tirer de l'argent et pour pouvoir aller faire ses courses, mais évidemment vous vous sentez abandonné, relégué. Et on sait que l'investissement public dans ces quartiers, il est inférieur à ce qu'on observe ailleurs dans le pays et à la moyenne nationale. Donc il y a un sentiment d'injustice, c'est un sentiment républicain. C'est au fond un appel à ce que la République tienne ses promesses qui s'expriment depuis plusieurs jours, et ceux qui s'expriment du côté des républicains dans une surenchère, dans une course à l'échalote avec l'extrême droite, qui ont des propos racistes, ils ont perdu toute boussole, et ils participent de maintenir un climat de tension. Ils n'aident pas au retour à une situation apaisée dans le pays. En fait, pourquoi cette question est intéressante? Parce que les gens se disent, bien, si on définit clairement les problématiques, on pourra peut-être aller plus au fond du problème. Si c'est une problématique de gens qui ne se sentent pas inclus dans la société française de par leurs origines, ça vaut le coup de poser la question. N'est-il pas, Philippe Schreck? Alors, c'est intéressant, mais pour rebondir, Monsieur Marlex et les Républicains font semblant de découvrir ce qu'ils ont eux-mêmes créé. C'est-à-dire une société où, bien sûr, le phénomène migratoire ne peut pas être contesté, ne peut pas être sous-estimé. Il est à l'origine, pas que, mais d'une grande partie de la délinquance. Il suffit de voir la proportion de détenus étrangers dans nos prisons. Alors, moi j'entends tout, mais je pense que la cause sociologique de ces émeutes, de ces événements dramatiques, parce que il ne faut pas oublier les centaines de milliers de Français qui sont laissés sur le carreau suite à cette semaine de chaos. Et notamment des gens issus de l'immigration. Des gens issus de l'immigration, des gens majoritairement modestes, des gens qui ont besoin de travailler, des gens qui ont besoin d'aller à l'école, des gens qui ont besoin de se soigner. Alors moi je pense que la vraie cause, et c'est un vrai problème de société, et on rejoint à l'indignité de ceux qui encouragent à ces événements, eh bien la vraie cause c'est la haine de l'ordre, c'est la haine de la France, c'est la haine des institutions, c'est l'envie de désagréger tout ce qui est service public. Quand vous dites c'est la haine de la France, sous-entendu, un Français peut-il avoir de la haine contre lui-même, c'est ça? Bien entendu, c'est la théorie du suicide collectif finalement que certains propagent et que certaines, sous couvert d'idées révolutionnaires, veulent parvenir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réflexion. On veut détruire un modèle. On veut détruire un modèle fait sur l'éducation, sur le respect, bien parents, écoles, policiers, justice. J'ai bien compris votre point de vue. Les auditeurs de Sud Radio interviennent. 0826 300 300 sur la question. Alors Gérald Darmanin a évoqué la sociologie des interpellés. La moyenne d'âge est entre 17 et 18 ans. Seuls 10% des interpellés sont de nationalité non française. Est-ce que ça sert à quelque chose, cette sociologie des interpellés, Bertrand Pancher? Oui, si c'est uniquement pour faire de la surenchère d'imbécilité, c'est-à-dire en disant il y a trop de migrants, il faut les refoutre à la mer, ou et taper uniquement sur les mêmes sans régler les problèmes, je veux dire que ça règle pas les problèmes. Si c'est pour dire, ben voilà, il y a dans des quartiers des gens qui sont quand même beaucoup plus en difficulté d'autres, effectivement, par leur culture, leurs histoires, etc., avec des parents qui sont même plus des parents, parce que quand il y a uniquement la mère et pas le père, et on va traiter le mal par la racine, c'était le rapport de Jean-Louis Borloo, ok, on y va. On va pas tout régler en tapant toujours comme ça et en demandant par de la surenchère avec de la surenchère. Moi, j'ai rencontré
rencontré ce matin Yazid Kerfi. Yazid Kerfi, c'est pas un nom qui est français d'origine. Yazid Kerfi, qu'on connaît peut-être, c'était un ancien prisonnier d'origine, évidemment étrangère, qui a fini par être enseignant à l'université. Il a créé la médiation nomade. Il va avec sa caravane dans des quartiers sensibles. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, moi, je discute avec tous ces jeunes qui font le bazar. Ils me disent, ils sont tout seuls, ils ont besoin d'amour, d'être respectés. Et ils ont besoin d'être entraînés et d'être accompagnés. Et si on fait ça, je peux vous le dire clairement, ça marche. Le problème, c'est qu'on les met en prison. Le problème, c'est que c'est de la surenchère. On s'occupe pas d'eux. Et c'est le rapport Jean-Louis Borloo. Le plus jeune avait 11 ans. Le plus jeune des interpellés, il y a maintenant des filles de 12-13 ans. Enfin, on va pas s'en sortir. Les centres éducatifs fermés, j'espère qu'on va en parler. Ça marche. Des gens en grande difficulté, ça marche. Ce matin, sur Sud Radio, dans la matinale de Stéphanie Demuru, Olivier Marleix dit il faut de courtes peines de prison pour les mineurs. Qu'est-ce qu'on fait pour les mineurs, Paul Vannier? On ouvre des classes. Moi, chez moi, à Argenteuil, il y a 22 fermetures de classes qui sont annoncées à la rentrée prochaine dans les quartiers. Enfin, là, les instituteurs et les profs, vous dites, oh là là, vous nous mettez dans la gueule du loup. Non, parce qu'il faut de l'éducation, il faut des moyens, il faut de l'investissement, il faut de l'égalité, je le redis, il faut de la République. Mais il faut de l'autorité aussi. Mais il y en a. Je suis enseignant de métier. Avant de devenir député, j'étais enseignant. Il y a de l'autorité dans les salles de classe. Vous êtes toujours fait écouter. Mais bien sûr, mais vous savez, l'autorité, c'est pas, ça s'acquiert pas à coups de bâton. Ça s'acquiert. Ça s'acquiert comment? Mais dans un rapport de confiance qu'on construit avec ses élèves, dans de la conviction, dans ce qu'on appelle de la pédagogie, dans l'argumentation. Et d'un certain point de vue, toute autorité, que ce soit dans une classe ou ailleurs, elle s'obtient comme cela. Vous savez, ça passe par l'ordre et une hiérarchie quand même, vous le reconnaissez ou pas? Il y a de l'ordre, il y a de la hiérarchie dans notre société. Mais quand on utilise des moyens autoritaires, c'est justement qu'on n'a pas assis son autorité de façon naturelle, de façon tranquille. Comment on assoit cette autorité? Surtout quand on est professeur face à une école. Eh bien, je vais vous dire comment est-ce qu'on assoit son autorité. Comment le gouvernement pourrait réasseoir son autorité en affrontant le problème pour ce qu'il est et en apportant des réponses politiques à la crise que traverse notre pays, des réponses convaincantes, en affrontant le problème à la racine, celui du lien entre la police et la population, celui de ces refus d'obtempérer qui se conduisent par des meurtres, parce qu'il y a eu l'année dernière 13 personnes, dont des passagers qui ont été tués dans ces conditions. Quand on vous demande de vous arrêter, arrêtez, puisque c'est l'ordre. Bien sûr, d'ailleurs, il était arrêté. D'ailleurs, Naël était arrêté. Mais je voudrais, parce que moi je suis responsable politique, je voudrais faire des propositions, je crois que c'est notre rôle, pas se limiter à des constats et des déplorations. Il faut abroger la loi de 2017, la loi permis de tuer de Bernard Cazeneuve. Il faut dépayser les affaires du oui, mais c'est fort, mais surtout c'est la triste réalité. Et permis de se défendre. Mais c'est la triste réalité, monsieur, parce qu'après l'adoption de cette loi, 40% de tirs policiers en plus, une explosion du nombre des personnes tuées en refus d'obtempérer. Savez-vous qu'en Allemagne, en 10 ans, il n'y a eu qu'un mort dans pareilles circonstances, 13 l'année dernière en France. Il n'y a pas un problème là, il n'y a pas des réponses politiques à apporter. Nous allons y revenir, Paul Vannier. Asseoir son autorité, il faut parler clair, parler fort et trouver des solutions. On est parti de l'école, vous êtes arrivé sur la police, on va prendre chaque sujet en son temps parce que ce sont des sujets différents. Juste avant la pub, Philippe Schreck, rapide parce que je voulais vous donner aussi la parole, mais on va y revenir évidemment dans un instant, sur cette notion de jeunes à encadrer. C'est quoi? C'est une question d'ordre, d'autorité? C'est une question de compréhension, comme dit Paul Vannier? Monsieur Branel, j'ai entendu que ces jeunes avaient besoin d'amour. Ils n'ont pas fait preuve de beaucoup d'amour. Donc je pense que ce qui est indispensable, c'est de réapprendre à traiter la délinquance, notamment la délinquance des mineurs, parce que les dispositifs législatifs ne sont plus adaptés à l'évolution de la société. On parlait de sociologie, mais aussi à l'évolution de la société, à la violence qui se propage. Vous parlez d'adaptation. Là, on est d'accord, Paul Vannier, on n'est pas adapté. Il y a 40 ans... Non, je ne suis pas d'accord. Il y a 40 ans avec lui, mais sur la question de l'adaptation, vous pouvez. Il y a 40 ans, le délinquant volait une pomme à l'étalage. Aujourd'hui, il crée 40 jours d'ITT au maraîcher. Voilà. Donc si on ne veut pas adopter, si on continue les mêmes recettes, les plans à 45 milliards qui n'ont jamais marché, eh bien, ce sera pas 250 communes dans quelques mois ou années, ce sera 3000, 4000 communes, et dans ce cas-là, l'État ne pourra plus encadrer, ne pourra plus protéger. Nos trois invités députés, je veille au respect, au rythme de l'émission et à vos interventions. Nous devons marquer une petite respiration. Je reviens dans un instant. Nous vous donnons la parole. 0826 300 300. Les auditeurs interviennent, ont sans doute des questions aussi à vous poser. Paul Vannier, Bertrand Pancher et Philippe Schreck. À tout de suite. Frédéric Brindel.
Nous sommes de retour, soyez les bienvenus, 0826 300 300, vous intervenez, nos 3 députés sont là pour débattre. Paul Vannier, député LFI du Val d'Oise, Bertrand Pancher, député Lyotte de la Meuse et Philippe Schreck, député RN du Var. Messieurs, nous nous étions quittés sur le constat de cette jeunesse. Qu'est-ce qu'elle a dit pour vous, messieurs, cette jeunesse? Elle s'est exprimée, elle dit quoi? Qu'est-ce que vous entendez en tant qu'élu de la nation, Bertrand Pancher? Moi, ce que j'entends d'abord, c'est le besoin, objectivement, de restaurer la paix sociale et la sécurité dans les quartiers. C'est inadmissible. Je rends hommage quand même aux 40 000 policiers et aux 60 000 pompiers. Bon, d'abord, et deux, il faut traiter le mal par la racine. C'est le rapport de Jean-Louis Borloo qui commence à dater maintenant. Mais quand on prend les solutions en amont, on règle les problèmes. Alors, quelle solution en amont? Moi, je vais vous donner un exemple très précis. Allons-y. Le seul très grave incident que j'ai eu dans mon département rural, c'est à Verdun. Des jeunes ont mis le feu à 17 ou 18 poubelles près des immeubles, ça a failli être grave. Ils ont pris 18 mois de prison, dont 6 mois dont 6 mois fermes. Évidemment, c'est complètement débile de les mettre en prison. On va les mettre en prison chaque fois qu'on les met en prison. De toute façon, c'est encore pire quand on ressort. Bon, il y a les centres éducatifs fermés qui sont des vraies institutions. On les suit. Il n'y a jamais de récidive parce qu'il y a des moyens d'accompagnement. Il n'y en a pas suffisamment dans notre pays. Il y a des chantiers d'insertion, parfois durs. Il y a des résultats qui sont formidables. Quand on prend en main ces jeunes qui sont en difficulté, on a des résultats. Si c'est de la surenchère pour la surenchère, c'est plus de pagaille, plus d'incendies. Évidemment, on va faire grimper l'extrême droite, mais moi, c'est quand même pas mon fantasme. Bon, crucial et important, c'est la réponse judiciaire à amener parce qu'il y a eu, qu'on le veuille ou non, des dégradations, de la casse, des blessures. Vous, Philippe Schreck, vous dites prison pour ces jeunes, vous dites quoi? Qu'est-ce que vous proposez, le Rassemblement national? Permettez-moi d'abord de vous dire que c'est pas la jeunesse qui s'est exprimée par... Moi j'ai dit une certaine partie de la jeunesse des quartiers difficiles. Parce que dans son immense majorité, la jeunesse est calme. Elle est chez les parents le soir, elle fait ses études, elle fait sa scolarité, elle se détend également naturellement. Donc, ceux qui se sont exprimés, et ce n'est pas que des jeunes, même s'il y en a une part importante, si on peut considérer qu'il s'agit à 59 ans, voilà, si on peut considérer qu'il s'agit d'une expression, parce que pour moi, il ne s'agit pas d'une expression, ceux qui se sont exprimés, ce sont des casseurs, des émeutiers, des voyous. C'est une frange marginale de la population que l'on ne peut pas durablement laisser en circulation. Donc, est-ce que la réponse pour vous, c'est la prison? La réponse pénale, mon collègue Pancher nous dit, il a pris 18 mois, dont 6 fermes. Mais je vous rassure, il ne va pas les faire. C'est dommage. Il ne va pas les faire, donc il est dehors. Donc il faut aller... je suis content que nous actions un accord. Évidemment. Il faut changer le logiciel de l'exécution des peines sur les courtes peines. En France, vous n'avez pas le droit, mineur ou majeur. C'est l'une des revendications de la police, et notamment nous arrêtons quelqu'un, il ressort et il nous largue. C'est des amendements que nous proposons en ce moment même dans la loi de programmation justice. En France, il est interdit d'incarcérer lorsqu'une peine est inférieure à 2 ans. Vous imaginez ce que c'est 18 mois de prison de ferme? C'est quand même sur des délits extrêmement graves. Donc c'est ce logiciel qu'on veut changer. Nous ne sommes pas pour l'incarcération systématique, mais nous ne sommes pas sur l'incarcération inexistante, pas pour le zéro incarcération. La prison a un effet dissuasif. Nous n'avons pas d'autres solutions parfois. De façon délirante, on parle de permis de tuer. On ne peut pas donner des permis d'incendier en permanence. Philippe Schreck, nous sommes d'accord que si ces jeunes... Alors, il y a 2 types d'émeutiers. Il y a les majeurs et puis il y a les mineurs. Les émeutiers. Oui, mais le traitement judiciaire n'est forcément pas le même. Vous, de votre côté, Paul Vannier, un jeune en prison, ça ne sert à rien? Je crois que ça aggrave souvent la situation, mais d'abord je voudrais contredire le discours qui vise à faire croire qu'il n'y a pas de réponse judiciaire. C'est faux. Il y en a une et elle est particulièrement brutale. Il y a des gens qui sont condamnés en ce moment. À juste titre, piller un magasin, ça vaut sanction pénale. Logique. Mais quand on a volé une canette de Red Bull et qu'on prend 12 mois ferme, est-ce qu'il n'y a pas là une logique extrêmement brutale, extrêmement violente, répressive, de surenchère? C'est un exemple, merci pour la pub, etc. C'est un vol dans le cadre d'un pillage. C'est pas un exemple. Il y a en ce moment des dizaines de personnes, des centaines de personnes qui parfois pour des faits comme celui-là sont condamnés à ce type de peine, qui sont des peines extrêmement lourdes, extrêmement graves. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas comment est-ce qu'on vient après, c'est trop tard après.
c'est comment est-ce qu'on intervient avant pour ce type de phénomène. Bon, mais là, on est après les émeutes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Après les émeutes, il y a une réponse judiciaire, c'est normal, elle est prévue. Mais moi, je ne suis pas pour une logique d'escalade. Je ne suis pas pour une logique de répression. Je suis pour prendre les problèmes à la racine. Et le problème au départ, c'est quoi l'accompagnement? Parce qu'on veut l'oublier, on veut l'effacer. C'est qu'un jeune homme est mort, tué par la police, dans un contexte de contrôle routier. La question fondamentale, c'est comment fait-on pour que ça ne se reproduise plus, pour que ça s'arrête, pour que pareil drame à nouveau ne revienne pas et qu'on ait là encore une fois, ce type de Paul réaction. Vanier, c'est très important. Un jeune de 17 ans est décédé. C'est très important ce que vous dites. Mais la question de départ, c'est comment on fait pour éviter qu'un jeune de 17 ans sans permis ne soit au volant d'une voiture et n'arrive pas à la maîtriser et fonce au moment où le police. Mais c'est faux. Il a foncé. Pardon, c'est faux, y compris. Ça, c'est la version policière. Il était à l'arrêt. D'après ses avocats, il est tabassé à ce moment-là et son pied glisse de la pédale de frein. Donc, y compris si on veut réinstaurer un climat tranquille, évitons de propager les mensonges de la police sur cet épisode. Mais je pense que tous les auditeurs de Sud Radio se disent quand même, c'est comment on fait pour que ces jeunes en arrivent à des situations comme ça, ne pas se mettre dans des situations. Qu'est-ce qu'on fait pour l'accompagnement? Je vous ai entendu parler de répression, d'accompagnement, d'intégration, parce que parlons-en aussi. Un jeune qui a été auteur d'émeutes, des dégradations, 14 ans, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi le parcours qu'on lui propose? Bertrand Pancher. Si le parcours c'est de le mettre en prison, moi je peux vous dire ce qui va se passer, c'est qu'il va y retourner parce que connerie plus connerie, c'est des machines à bon. Si c'est pour le mettre dans un centre, si c'est pour le mettre dans un centre éducatif fermé, c'est-à-dire c'est fermé avec de la politique sociale, avec de l'accompagnement, y compris le suivi quand il sort. Eh bien c'est 95% de réussite. 95%. Il ne recommence jamais ces conneries. Ça veut dire que centre éducatif fermé pour vous, c'est votre proposition centrale pour les situations les plus compliquées. Regardez comment ça se passe. Et ensuite, il y a les chantiers d'insertion, il y a le suivi complet, il y a la politique de la ville, il y a la police de proximité. Tout ça. Attention aux solutions caricaturales, l'angélisme. C'est quand même pas mon truc. C'est des policiers qui se font taper dessus et des mesures sécuritaires. De toute façon, ça règle pas le problème. C'est le bon sens. On fait ensemble. C'est le plan Borloo. Il date maintenant. Faut le remettre en place. Pas de caricature, on a bien compris, mais des actes concrets. C'est ce que veulent les auditeurs de Sud Radio. Concrètement, vous, Philippe Schrek, un jeune de 14 ans. Alors déjà, vous allez dans tous les quartiers difficiles, vous faites le point. Tiens, lui, il est en difficulté, lui, il n'est pas en difficulté. Et on a vu celui qui est en difficulté. Qu'est-ce que vous en faites, Philippe Schrek? Pas en difficulté. On fait le point entre celui qui est un délinquant ou celui qui n'est pas un délinquant. On fait le point entre celui qui, avec des mortiers, à l'horizontale... Celui qui risque de devenir délinquant, il ne vous intéresse pas, c'est ce que dit Paul Vanier. On risque pas de devenir délinquant. On l'est ou on l'est pas. Ça, c'est un c'est pas génétique. On a un snobisme consistant à dire que ce seraient les délinquants sont dans les quartiers. Mais non. Vous avez majoritairement des gens parfaitement honnêtes dans les quartiers. Enfin, oui, non, mais on est bien d'accord. Ça revient un petit peu à l'axiome en disant là, pauvreté, qu'a dit Madame Rousseau, pauvreté égale délinquance. Ben non, pas du tout. Mais ma question, c'est qu'est-ce que vous faites pour que les jeunes ne sombrent pas dans la délinquance? Monsieur Brindel, l'éducation. Le respect dès l'origine un petit peu de toutes les autorités, l'autorité parentale, l'autorité de l'enseignant, l'autorité de l'éducateur, l'autorité du prof de sport, l'autorité du président d'association ou du bénévole dans l'association, tout ce qui a disparu. Moi, je suis dans une ville du sud de la France, à Draguignan, je vois des présidents d'associations, donc on est dans un cadre ludique, on est dans le football, on est dans le rugby, on est dans le handball que vous connaissez, je vois des présidents d'associations qui me disent qui me dit mais on n'y arrive plus au niveau de l'autorité. On n'y arrive plus. Bon, alors je pense qu'il faut restaurer ça, mais là on n'est pas dans le traitement de la délinquance. D'accord. On est dans l'éducation. Alors, on est dans l'éducation. Je vous sollicite tous les uns les autres. Paul Vanier, vous faites un constat quand même que la notion d'autorité a perdu de son efficacité, ou pas du tout. Vous concevez que c'est difficile aujourd'hui de faire qu'un jeune suive le parcours social traditionnel. Il y a une question d'ordre, ce qu'il a dit, même s'il est Rassemblement National, que vous ne l'aimez pas, que vous n'allez pas dire que vous êtes d'accord, il y a quand même un constat, non? Mais lequel, pardon? Celui d'une injustice qui est plus prononcée que jamais, celui d'un abandon total. Et peut-être que vous ne connaissez pas cette réalité, mais quand il n'y a plus rien, quand les discours des responsables politiques ne sont que des discours de mépris, que des discours qui vous traitent en ennemis de l'intérieur, que des discours qui vous appellent, au fond, à vous taire, à subir,
qui appelle au maintien de la situation telle qu'elle est, alors que cette situation est insupportable. Il y a des motifs légitimes. Ça s'entend. Légitimes. Ça s'entend. D'exprimer Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Je vais au bout. Et quand c'est porté, et quand ça n'est pas entendu, et quand le constat de l'absence de réponse conduit certains à faire le choix que je condamne parce que je pense qu'il ne mène nulle part, de la violence. Comment l'expliquent-ils? Ils le disent. Il faut pas n'y a l'encourager. que comme ça que vous nous écoutez. Ouais. Il n'y a que comme ça que vous nous écoutez. Avec vous au pouvoir, la France insoumise, il y aurait beaucoup moins de délinquance? J'en sais rien, monsieur, je ne vais pas vous raconter des histoires. Mais en tout cas, nous... Non, mais je vous prends au mot, en fait. En tout cas, nous, on apporterait des solutions. Des solutions pour revoir la police, de la cave au grenier, les politiques publiques au sens large, vous dites celles que le de problème de l'école, la sécurité, celles de la c'est la santé. police. À chaque fois, vous revenez sur la police. police, Ça n'est pas ça que je dis. Paul Je reviens Vanier. sur... Mais parce que à chaque fois, on efface la cause de tout ça, la mort d'un jeune homme. Pourquoi un jeune homme est-il tué? Parce qu'il y a des conditions d'usage des armes qui ont été réformées en 2017, parce qu'il y a un problème de formation dans la police, parce qu'il y a une autorité politique, le ministre de l'Intérieur, qui est faible. Et qui ça, a ça peur fait 9 jours qu'on répond à cette question. La question d'aujourd'hui, c'est comment on fait pour que le jeune ne se trouve pas dans cette situation. Il n'y a aucune réponse. La première ministre à l'Assemblée nationale mercredi a été interrogée à de nombreuses reprises. Elle n'a jamais répondu. Elle s'est contentée de posture martiale. Et donc, le problème, je vous le dis, il va revenir. Il va revenir. Messieurs, vous connaissez le principe. Que les conséquences, on n'affronte pas les causes. Vous restez avec nous. Vous restez avec nous jusqu'à midi. Les auditeurs de Sud Radio sont là. Ils appellent. J'ai vu ça. Réaction à venir. Préparez-vous parce que ça, ce sont des questions d'auditeurs et elles sont souvent peut-être plus directes. Moi, j'essaye de vous ménager les uns les autres. Bon, allez, on revient dans un instant. Frédéric Brindel. Nous allons au cœur du sujet, les problématiques suite. Ça fait 9 jours au décès du jeune homme de 17 ans, Naël, décédé à la suite d'un contrôle de police. Beaucoup de questions sont posées, des questions sociétales, des questions politiques. Plus généralement, Paul Vanier, député LFI du Val d'Oise, Philippe Schreck, député RN du Var, et Bertrand Pancher, député Lyot de la Meuse, sont avec nous. Et vous, les auditeurs aussi, 0826 300 300. Depuis Viry-Châtillon, nous sommes dans l'Essonne, en Ile-de-France. Geoffrey, bonjour Geoffrey. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Allez-y, ils vous écoutent tous les trois. Une constatation et une question, c'est parti. Écoutez, moi je vous appelle parce que j'ai été un peu choqué de vos propos que j'ai entendus. Il me semble que c'était de la part de Monsieur Lanier qui a parlé, pour commencer, de 13 meurtres qui avaient été faits par la police l'année dernière sur des refus d'obtempérer, enfin des contrôles routiers comme il les appelle. Déjà, je ne savais pas qu'il était magistrat et je ne sais pas s'il y a eu des décisions de justice qui ont été rendues pour employer ce terme qui est fort en fait, parce qu'il est en train de dire que la police, ce sont des meurtriers. Ensuite, je trouve inexact de dire que le véhicule était à l'arrêt. Alors, il a tenu à préciser que, en plus, le véhicule était à l'arrêt au moment où les faits ont été commis. Le véhicule, je pense pas qu'il était à l'arrêt. Moi, je pense qu'il était bloqué. Donc, il n'y avait pas de base humaine. Geoffrey, de toute façon, nous laisserons l'enquête. Ouais, nous laisserons l'enquête se mener. Voilà, Juste d'ailleurs pour vous rappeler que le policier est maintenu en détention. Ça, c'est une information que nous avons eue. Mais Geoffrey, sur ce que vous dites, la question centrale, le refus d'obtempérer, vous êtes au cœur de la question. Allez-y, interpellez. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est on est capable aujourd'hui de dire que l'année dernière, la police a fait 13 meurtres. Moi, je voudrais savoir l'année dernière combien de personnes ont été tuées par des gens qui faisaient des rodéos, qui roulaient sans permis. Et je voudrais avoir l'avis des familles des victimes, en fait, et savoir si on peut décemment laisser partir une voiture alors qu'on a constaté qu'elle roulait dangereusement, et quand on a la possibilité de l'arrêter, en fait, qu'est-ce qu'on doit dire? Si là le policier n'avait rien fait et que dans sa fuite le véhicule avait percuté une famille qui amenait ses enfants à l'école, qu'est-ce qu'on aurait dit du policier? On aurait dit il faisait pas son travail. Alors en fait, c'est quoi la solution? Moi, je voudrais qu'il me dise, lui là, s'il avait un uniforme et qu'il était sur la voie publique, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il faut dire non, en fait, on fait rien, on fait une enquête derrière, et puis alors, le truc c'est que ça avait déjà été fait, il avait déjà été interpellé pour ces faits-là. Alors en fait, on fait quoi? Très intéressant, Geoffrey. Bon, Geoffrey, merci, très intéressant. Vous appelez de Viry-Châtillon dans l'Essonne au 0826 300 300. Voyez, Paul Vanier, Geoffrey vous a invectivé d'une certaine manière, mais encore une fois, si on repart sur le dossier de la police, oui, nos auditeurs ont des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Le refus d'obtempérer, c'est crucial. Bien sûr. C'est crucial. Bien sûr. On tire pas. On ne tire pas. La peine de mort dans notre pays n'existe plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Elle n'existe plus, et un délit de fuite ne vaut pas peine de mort. Est-ce que ça fait une idée, par exemple? Geoffrey nous dit quand il y a quelqu'un qui s'en va, il faut tout faire pour le rattraper, et qu'il dit il faut lui tirer dessus. Je suis pas d'accord. Vous dites on le laisse filer, c'est ça? On le poursuit.
On prend sa plaque d'immatriculation. À partir de quand on l'arrête? On le poursuit, mais ça s'arrête quand? Quand il a plus d'essence? Excusez-moi, je vous provoque. On va le chercher chez lui. On va le chercher chez lui. En tout cas, on agit intelligemment. Je pense que les policiers sont capables de retrouver une personne quand il y a des éléments qui permettent de l'identifier. Il y a des caméras de vidéosurveillance. Mais quand les policiers vont arriver, de nouveau, il va fuir. Alors qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, on ne tire pas dessus. Je répète, on ne tire pas dessus. Il n'y a pas de peine de mort en France et un délit de fuite ne vaut pas peine de mort. Et je voudrais ajouter une chose, parce que j'ai dit qu'il y avait 13 personnes qui avaient été tuées l'année dernière. La majorité d'entre elles, la moitié d'entre elles, c'était des passagers. Donc, d'abord, pas de peine de mort pour personne. Oui, la question notamment à Barbès, mais quand on est passager, est-ce qu'on accepte une jeune femme qui est sur le siège passager, qui n'a rien fait, qui n'est responsable de rien, qui n'est pas responsable du choix peut-être du conducteur d'essayer de s'enfuir? Est-ce qu'on accepte qu'elle prenne une balle et qu'elle meure? Moi, je ne l'accepte pas. Et je pense que c'est une des causes du problème et de la réaction que l'on voit aujourd'hui dans le pays. Donc si on veut sortir de ça, il faut regarder les choses en face et il faut revoir les conditions d'usage des armes par la police. La peine de mort n'existe pas en France et elle ne peut pas revenir comme ça par le fait. Philippe Schreck, député du Rassemblement national. Votre auditeur est tout à fait représentatif de ce que pensent et ressentent les gens au plus profond d'eux-mêmes. Lorsque on nous dit, en même temps, même si le mot va devenir un jour tabou, mais lorsque l'on nous dit il faut trouver des solutions, il faut éduquer, il faut apaiser, et dans la même phrase on nous dit que la peine de mort existe en France parce que la police tue, parce qu'il y a 13 meurtres, alors qu'il n'y a pas une seule qualification de meurtre, il y a 13 drames, peut-être, mais pas forcément 13 meurtres, c'est bien la preuve que l'on ne veut pas régler le problème. On veut l'embrasement, on veut la terre brûlée, et au lieu d'essayer d'apaiser, d'avoir un peu de dignité, d'avoir un peu de gravité, eh bien on réalimente l'incendie qu'on a soi-même depuis des mois et des mois provoqué. Et en même temps, c'est vrai que ça choque de tirer. Est-ce que moi je pose une question de Béotien. Vous êtes député. Et si on met une grille, un grillage pour faire crever les pneus, par exemple. Tout décès est un échec. Tout décès est un drame. Est-ce que vous condamnez ces tirs policiers mortels? Non, je ne condamne pas. Je condamne le décès, bien sûr. Je condamne le résultat. Mais il ne vient pas de nulle part, le décès. Est-ce que vous condamnez quand une passagère est tuée alors qu'elle n'a rien fait? Alors qu'elle n'a rien fait, je condamne de la même façon lorsqu'un passant est tué. Et traîner sur des centaines de mètres parce que quelqu'un conduit sans permis une voiture de 80 000 euros alors qu'il n'a pas le droit de la conduire, dont on ne sait. On parlait de pauvreté, les pauvres ils n'ont pas de voiture de 80 000 euros. Vous répondez pas à la question. Ça je le condamne. Ça je le condamne. Alors l'exercice politique est très difficile parce que c'est facile en lisant le petit livre rouge de dire il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Mais la vérité c'est que le policier à un moment donné, la justice dira l'étendue de son erreur, mais c'est sûr qu'il y a un drame. Nous avons écouté vos deux points de vue qui sont diamétralement opposés. Paul Vannier pour LFI, Philippe Schreck pour RN. J'aimerais que Bertrand Pancher essaye, à l'écoute de ces deux points de vue opposés, de trouver quelque part une solution. C'est vrai que tirer n'est pas la solution. Est-ce qu'il y a d'autres moyens à mettre en place? Je parlais, moi, tout naïvement d'une grille qu'on met qui crève les pneus, des moyens. Et Bertrand Pancher. Mais d'abord, il faut être humble face à des sujets de ce type. Être policier, c'est pas facile. Gendarme, c'est pas facile. Moi, je dînais avec le secrétaire général de FO, premier syndicat dans le domaine de la police. C'est quand même un métier compliqué, quoi. Bon, ceci dit, on peut pas, on n'est pas les États-Unis, quoi. On va pas tirer sur tous ceux qui bougent. Quand il y a des conneries, il y a des conneries. Et quand on est policier, il peut y en avoir qui font des conneries. Eh bien, ils sont condamnés. Ce qui est important, c'est le garde-fou aussi de savoir que... Le garde-fou, c'est quand même la justice, parce qu'on est dans un pays où une séparation des droits. Alors il n'y a pas un monde idéal. Moi je pense que l'essentiel c'est d'essayer de faire société d'abord, de se donner les moyens pour faire en sorte que ça fonctionne. Et puis quand des gens font des conneries, eh bien ils sont condamnés. Et l'essentiel c'est qu'ils ne recommencent pas. Et moi j'ai honte de ce que je vois dans les prisons. Je veux dire j'ai honte. J'ai un de mes amis qui a un poste important dans un service pénitentiaire. Quand il m'appelle, il me dit Bertrand, ce que je vois, j'ai honte. Il n'y a pas de moyens dans tout ça. On en ressort. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi c'est mon 4e mandat de parlementaire, c'est de la surenchère, de mesures de sécurité pour occuper l'opinion publique. Et ça ne fonctionne pas. Quand on se met tous ensemble, ça fonctionne. Voilà, il faut faire société. C'est un peu d'ailleurs ce qui ressort au 0826 300 300. Sandrine qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonjour Sandrine.
Oui, bonjour. Bonjour à tous vos invités. Oui, alors moi, je vais pas revenir sur ce drame, mais par contre, moi, je pense que là, il y a des politiques, à mes yeux, depuis 30 ans, ont une grosse responsabilité. Je veux dire, dans une négativité. Moi, je suis née en banlieue. Je suis née à Montpellier, à la Paillade. Je sais pas si vous connaissez bien. Oui, bien sûr. Dans un quartier difficile, mais moi, c'était assez calme. Bon, il y avait à l'époque, on responsabiliser les gens, et même encore, et j'ai encore mes parents qui vivent là-bas, ils me disent des fois des trucs qui se passent, mais après voilà, je veux dire en fait ce qui se passe c'est que dès le primaire, et je dirais même dès le collège, on devrait responsabiliser tous les gens, c'est-à-dire comprendre la valeur des choses. Je pense qu'ils n'ont pas compris, ils ont cassé. Bon, dans les casseurs, je ne vais pas incriminer toujours, parce qu'on incrimine toujours, toujours les mêmes. Mais bon, moi aussi, c'est pareil. Je me suis amusée à regarder un peu les images. Il y avait un peu de tout. Ouais. Il n'y avait pas que des étrangers. J'ai vu d'autres personnes. Oui. Bon, ça a été un peu. On peut imaginer dans vos propos des personnes issues de l'immigration. Non, alors issues de l'immigration, mais pour moi, ce sont tous des Français. Hein. Il y a pas. Voilà. Pour moi, on est Français. Voilà. Alors qu'on soit d'origine, de telle origine, mais on est Français. Ouais, c'est important. Voilà, c'est important. Et le truc qui me gêne, c'est-à-dire qu'en fait, dans ces cas, il y a toujours des leaders. Alors moi aussi, j'étais jeune, hein, je vais vous assurer, j'ai 51 ans. Après, bon, j'ai un parcours, je suis agricultrice maintenant, mais ça, c'est mon choix, je l'ai choisi. J'ai été jeune. On est souvent, des fois, dans une jeunesse, à un moment donné, on est des fois mené par des militants. Moi, à un moment donné, heureusement que j'ai eu un père derrière et qui m'a dit non. On est des fois confronté à des militants. Les mauvaises rencontres. Ouais. Exactement. Et alors c'était pour une cause, et alors il fallait aller à tel endroit. J'ai fait des manifestations où on est des fois tendance à casser. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait il y a eu ça, ils se sont mis à les émeutiers. Moi je pense qu'il y a un peu de tout. Et moi je condamne beaucoup les politiques. Et la responsabilité, ça sert à rien, comme me disait Madame Pécresse, en disant oui, on va mettre tant de millions pour remettre, on va tout. Non, ça sert à rien, parce que moi je veux dire, moi la première, je vais casser quelque chose de n'importe quoi, on va essayer de réparer. Et pour le réparer, on va savoir pourquoi ça c'est. Qu'est-ce qui se fait que. Vous, c'est plus un état d'esprit que vous souhaitez, plus constructif et s'intéressant aux questions. Mais finalement, je suis très content, Sandrine, parce que vous allez dans le sens des questions que je voulais poser à nos députés qui sont autour de la table, qui vous ont écouté et qui vont répondre à vos interrogations dans un instant, parce qu'on doit marquer une respiration. Mais Paul Vannier, Bertrand Pancher et Philippe Schreck sont là. Ils vont vous répondre. Il y a eu des questions très précises de la part de Sandrine. Et Sandrine, juste un petit mot, à 51 ans, on est encore jeune. Voilà. Allez, on répond à vos questions dans un instant. Frédéric Brindel. Des émeutes, de la casse en réaction à, évidemment, le drame du jeune Nahel, mais en réaction à d'énormes problématiques. Ces problématiques sociétales, politiques, nous les abordons avec nos trois invités dans ce débat. Bertrand Pancher, député Lyotte de la Meuse, Paul Vannier, député LFI du Val d'Oise, et Philippe Schreck, député RN du Var. Messieurs, vous avez écouté nos différents auditeurs au 0826 300 300. Les auditeurs de Sud Radio vous disent alors, au moment où on parle de la responsabilité des parents, parlons aussi de la responsabilité des politiques. Je vais commencer par vous, Paul Vannier. Oui, on vous entend parler les uns et les autres, faire des phrases très très punchy, mais est-ce qu'il n'est pas temps de passer aux propositions concrètes, honnêtement? Je suis d'accord. Il est plus que temps. Et j'ai commencé à en faire une série, je les répète. Il faut supprimer l'IGPN et créer un véritable organe indépendant qui contrôle la police. Non mais attendez, on parle des émeutes, vous dites que le problème c'est la police. Mais oui, mais non, le problème c'est le lien de confiance avec la police. Le problème, c'est le sentiment que tant d'affaires ont été mises sous le tapis. Et quand on entend la Première ministre, quand on entend le ministre de l'Intérieur, on a ce sentiment. Ouais. Passons à autre chose, que le calme revienne. Oui, il faut qu'il revienne. Mais je pas pour que les choses reviennent. Vous nous avez dit que vous étiez enseignant l'école, par exemple, sur l'école. Mais je peux vous dire plein de choses sur l'école, mais je voudrais aller... Moi, je redis, le fond du problème, il est d'abord là. Il est d'abord ici. J'ai l'impression qu'à LFI, là, vous en voulez vraiment à la police. On n'en veut pas à la police. On veut d'ailleurs... Les policiers, vous savez, ils sont mis dans une situation qui est intenable par ce pouvoir politique, par ces responsables qui, depuis maintenant le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, utilisent la police pour régler des problèmes politiques. Rappelez-vous des Gilets jaunes, rappelez-vous du mouvement des retraites. Maintenant, ces révoltes urbaines, on les envoie, eux,
au casse-pipe avec des instructions qui les mettent en danger parce que ce sont des instructions qui sont dans la logique d'escalade et nous proposons en effet de rompre avec ça. Donc je vais les redire pour qu'elles soient bien entendues. Après chacun en pensera ce qu'il veut. Mais vous avez vu la première proposition sur un cas grave de problème social, c'est la police. J'insiste, c'est pas un problème social au départ. Au départ, c'est un problème démocratique. C'est un problème de liberté individuelle. C'est-à-dire, au temps du communisme, du socialisme, par exemple, on disait que le problème des banlieues, c'était parce qu'on n'accompagnait pas les gens. Vous l'avez dit. Je vais vous dire, si vous ne pensez pas que chacun, quel que soit l'endroit où il habite, est en danger aujourd'hui, quand dans un contexte comme celui d'un refus d'obtempérer, il peut se faire tuer par la police, alors il y a sans doute un différent d'appréciation entre nous. Mais c'est ce problème de liberté individuelle, de liberté fondamentale, de droit de la personne, de séparation de la police, de la justice, de rôle de la police qu'il faut affronter. Donc voilà nos réponses, voilà nos propositions. Il y a tout un plan qui se déploie et qui doit être mis en œuvre d'urgence. Je voudrais ajouter une chose sur la question des propositions. Il faut aussi indemniser les commerçants, les collectivités territoriales qui ont été qui indemnise l'État. L'État en dernière instance, c'est l'État en dernière instance, c'est-à-dire vous et nous, quoi. Oui, bien sûr, c'est l'État en dernière instance qui doit agir en solidarité avec ceux qui ont vu. Donc en fait, ce sont les gens qui se sont fait casser qui doivent aussi agir parce qu'eux paieront des impôts. Enfin, c'est tout le monde, c'est ça. Mais vous savez, sinon, qu'est-ce que vous proposez ? Vous proposez de les laisser ces commerçants, ces collectivités ? Rien, c'est vous qui proposez. À travers votre question, j'interroge ceux qui défendent cette idée-là, que l'État n'intervienne pas, qu'on laisse donc les gens qui ont vu leur commerce pillé, brûlé, qu'on les laisse tout seuls, qu'on laisse les communes qui déjà font face à tant de difficultés et de besoins et qui ont vu leur dotation diminuer, qu'on les laisse toutes seules. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec cette logique de laisser faire. Je suis pour la solidarité nationale et ici, elle doit l'emporter. Paul Vannier, député LFI. Bon, je ne veux pas vous faire rentrer dans la confrontation directe, messieurs les députés, parce que notre auditrice nous a dit on veut du concret. Donc vous, allons-y, Bertrand Pancher, concrètement, pour sortir de cette situation, quelles sont les propositions concrètes que vous faites à Lyon ? Sur les principaux problèmes de notre pays, et celui-là en particulier, il ne faut pas se raconter d'histoire. Il va falloir 10 ans pour tout reconstruire, réellement pour tout reconstruire. 2, on est un des pays qui dépense le plus dans le monde. On a un des pays où il y a les dépenses publiques sont les plus importantes, et on est dans un pays où on n'écoute personne et on est en incapacité de faire ensemble. Où va l'argent de nos impôts ? Et quand moi je discute avec les maires, les travailleurs sociaux, enfin tous les gens qui sont, ils ont tous les solutions. Et ils me disent, nous, on a besoin de nous écouter, on a besoin de moyens constants sur le terrain. Et quand on fait ça, on a des résultats. On peut le faire. Et finalement, c'est assez simple de réformer le pays. C'est d'écouter les acteurs. Retour des élus locaux, vous dites. Le retour des élus locaux, le retour des associations. Moi, quand je discute avec l'association Médiation Nomade, avec son camion, il discute avec des jeunes qui sont à l'initiative de tout ce bordel dans des quartiers. Et il me dit, le problème, c'est qu'on est les seuls à le faire. Les centres sociaux ferment à 20h. Il faut aller trouver les jeunes quand ils sont là la nuit. Le dialogue social n'existe plus, Le dialogue social, moi, quand je discute avec des familles, mais vous êtes une mère de famille, il n'y a plus de père, il n'y a plus de repère. La mère de famille, elle a 5 enfants, 3 ados, un fou le bordel. Est-ce que la solution, c'est de lui retirer les allocations familiales alors qu'il lui reste plus que 10 € à la fin du mois ? L'association, c'est de s'occuper de ces jeunes avec elle, de lui permettre d'avoir des contrats également d'insertion. Tout ça, c'est possible. Quand on travaille avec les gens, de la constance, des moyens, par enchantement, le pays marche bien. Mais arrêtons toutes ces surenchères, de changer de politique en permanence, parce que tout ça ne fonctionne pas. Après la crise des Gilets jaunes, il y a moins de 5 ans, c'était le même bazar. On a tout cassé il y a 5 ans. Oui, on recommence en recassant tout. La casse se multiplie ces dernières années. C'est pas possible. Alors donc, ça c'est votre première réaction. Je suis content de ma question parce que finalement, je vous lance le micro et vous le prenez et vous allez sur le thème qui vous plaît. Alors, solution concrète par rapport à cette situation, Philippe Schreit du RN. Oui. Alors on pourrait discuter sur vos solutions. Elles ont au moins le mérite d'être sur la table, mais je leur fais le reproche d'être là depuis 40 ans, et c'est ce que disait votre auditrice, 40 ans de solutions, des plans Borloo à 45 milliards, le résultat qu'on connaît. Mais c'est des solutions, et moi je suis d'accord pour en parler. Mais ça fait écho à de véritables dingueries qu'on entend. De véritables dingueries. Lorsque vous posez un problème qui est un problème de société et on vous répond il faut réformer les JPN. Non mais
supprimer même. Ou même supprimer les jeunes. Ça, c'était la proposition de Paul Vanier. Vous imaginez le niveau de réponse. Et pourquoi pas changer la couleur de l'uniforme? Mais alors vos propositions, une idée, c'est ce que demandent les auditeurs de Sud Radio. De toute façon, l'argent du calme, Paul Vanier, du calme. C'est vrai que quand on met les gens dans leurs contradictions, ça a tendance à les mettre en colère. Mais l'argent, il y en a eu, parce que qu'est-ce qui a été brûlé? C'est des gymnases, c'est des écoles, c'est des supermarchés, donc c'est preuve que cela existe. Moi, la solution pour cette frange de population juxtaboutiste, qui veut casser, qui est encouragée par des responsables politiques irresponsables, eh bien la solution, c'est le tour de vis. Il faut que la justice, quand elle fait son travail, elle soit suivie d'exécution. Donc vous demandez une plus grosse rigueur. Je demande une plus grosse rigueur et je demande l'application des jugements. Je demande l'application des jugements. Nous avons un problème de délinquance. Il doit être traité comme tous les pays traitent la délinquance lorsqu'elle est grave et lorsqu'elle est dramatique. Je reviens vers vous, la délinquance, ça ne messieurs. s'encourage pas. Je reviens vers la vous, délinquance, messieurs. ça se traite. Tous les trois. On avait un auditeur au 0826 300 300, mais il y a eu un petit souci. Bon, alors je reviens. Alors réaction de Paul Vanier. Ouais, le vent des propositions du Rassemblement national, dire que les peines prononcées par la justice doivent être appliquées, pardon, mais c'est l'évidence. Appeler un tour de vis, c'est une formule extrêmement creuse pour dire, au fond, qu'il n'y a pas de solution du côté de l'extrême droite. Et parce qu'il n'y a pas de compréhension des causes du problème, ou plutôt la volonté de les nier, de les effacer. Donc vous m'avez pas laissé tout à l'heure finir la liste de mes propositions. Et vous voyez, vous revenez. Mais oui, parce que vraiment, c'est le rôle des responsables politiques. On est là pour Parlons vrai, Sud Radio, allez-y. Vos auditeurs jugent et ils choisiront le jour de présélection qui leur paraît être la bonne Paul solution. Vanier, Donc je le dis. Donc nous, suppression de l'IGPN et mise en place d'une autorité externe indépendante qui permet de faire la lumière sur des affaires comme, par exemple, le meurtre de Naël. Nous appelons aussi à dépayser les procédures judiciaires pour permettre qu'elles se tiennent dans d'autres départements que là où les faits ont été observés, parce qu'on sait que, et c'est normal, les policiers et les magistrats ils travaillent ensemble au quotidien, et donc il faut de la neutralité, de l'impartialité. Mais là on reste sur la même question. Et là il n'y aura plus d'incendie. Je finis ma liste et après vous en penserez ce que vous voulez. Il faut refonder la doctrine de maintien de l'ordre. Il faut par exemple revenir à une police de proximité. C'est indispensable et c'est une nécessité absolue. D'ailleurs elle est demandée parce que par ailleurs les gens dans les quartiers ils me le disent. Moi je suis allé voir les commerçants qui ont vu leur boutique incendiée. Ils me disent pendant 3 heures on a vu la boutique voisine se faire piller, on n'a pas vu un seul policier. Et donc ils demandent de la présence policière, ils demandent de façon générale plus de services publics. Et si le policier se fait agresser, comment il fait pour se défendre? C'est un problème évidemment. Il faut le voir en face. Justement avant, quand il y avait cette police de proximité, elle existait dans les quartiers. Il y avait un lien police-population qui était un lien fort, un lien de connaissance mutuelle, un lien de confiance. Et donc il y avait beaucoup moins d'agressions de ce type. Je ne veux pas dire que c'était un monde merveilleux, mais il y avait bien sûr des rôles, les policiers faisaient leur travail, mais ils connaissaient les habitants et les choses se passaient mieux. C'est Nicolas Sarkozy qui a détruit cette police de proximité et il porte une très grave responsabilité. De ce fait, il faut la rétablir. Ok, Philippe Schreck vous répond. Oui, mais on est encore une fois dans l'irréel. Lorsque vous avez un policier et un refus d'obtempérer, que la police soit de proximité ou d'un peu plus loin, elle est victime du même comportement anti-policiers. Ceux qui sont anti-flics, qui estiment que les policiers sont des meurtriers, veulent plus de police de proximité. Non, mais on est dans le grand écart. Peut-être ne seront-ils plus anti-flics s'il y a une proximité. C'est ce que dit Paul Vanier. Je vous informe, un policier de proximité, c'est un policier en uniforme qui tente de faire respecter la loi et qui interpelle également quand nécessaire et appelle à son soutien d'autres policiers. Donc il faut mettre le nom proximité, mais ça c'est LFI en pensant qu'en changeant les noms, la couleur des uniformes, ça va aller mieux. Nous on dit qu'il faut changer le logiciel parce qu'encore une fois, la majorité des gens sont embêtés par la minorité. Conclusion, Bertrand Pancher, on a beaucoup parlé de la police, pas assez de l'école, j'ai l'impression. Oui, puis la réalité c'est qu'il faut tout, il faut de la police et des policiers qui sont formés. Moi quand je discute avec des policiers qui me disent on s'entraîne une fois par an, la panique, ça peut arriver. Absolument. Et les conneries, la maîtrise du tir. Il faut des moyens de bon sens. Je suis pas d'accord avec mon collègue quand il dit les plans banlieues ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que ça s'est arrêté.
Quand on reconstruit un quartier et qu'on prend la population pour les reconcentrer ailleurs et reconcentrer les problèmes, on en crée davantage et ça casse. Et si, je vous le dis, et je le dis avec vos auditeurs, si on fait ce travail-là ensemble, avec des moyens constants, en s'écoutant les uns et les autres, j'ai la certitude que ça va marcher. C'est pas très compliqué, mais il faut le faire. Et il faut le faire évidemment sans angélisme, parce que tout est compliqué. Et il faut être humble, parce que comme on ne croit pas plus du tout en ce qu'on raconte, raison de plus de faire tout ça ensemble. Merci très sincèrement à vous trois. Philippe Schreck, député RN du Var, Bertrand Pancher, député Liot de la Meuse, Paul Vanier, député LFI du Val d'Oise. Merci à vous trois. Continuez bien vos travaux à l'Assemblée nationale. Essayez de vous entendre, d'être concret. C'est ce que vous demandent les auditeurs de Sud Radio. Ils l'ont dit au 0826 300 300. Dans un instant, un invité d'honneur, David Lapartien, nouveau président du CNOSF. Il y a eu une crise aussi dans le sport français. Nous sommes à 1 an des Jeux Olympiques. Il sera notre invité. Il est également président de l'Union cycliste internationale et président du conseil départemental. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. À suivre dans cette demi-heure, un invité d'honneur, David Lapartien, le nouveau président du Comité national olympique du sport français, également président de l'Union cycliste internationale et du conseil départemental du Morbihan. Oui, c'est vrai, ça fait beaucoup. En plus, l'actualité tourne beaucoup autour de lui. Mais la question que nous lui poserons, c'est comment va ce mouvement sportif français à 1 an des Jeux Olympiques de Paris 2024, Jeux Olympiques et Paralympiques, parce qu'il y a eu crise et il faut savoir ce qu'il en ressort. Mais avant, nous retrouvons Félix Mathieu. Félix Mathieu, pour un éclairage info, c'est la poudre de la discorde aux États-Unis qui a retenu votre attention. Mais à qui appartenait donc la cocaïne, je souris mais c'est pas drôle, qui a été retrouvée à la Maison Blanche? Eh oui, une mystérieuse poudre blanche trouvée dimanche dans l'aile ouest de la Maison Blanche, celle où se trouve notamment le bureau ovale du président, considérée comme potentiellement dangereuse. La découverte a même provoqué une brève évacuation des lieux dimanche. Finalement, cela ressemblait plutôt à de la cocaïne, avaient fait savoir les pompiers de Washington après une analyse préliminaire. Ce que vient de confirmer le Secret Service chargé de protéger les hauts responsables des États-Unis. Alors, à qui appartenait cette cocaïne? Les spéculations sont allées bon train dans les médias américains et même au sein de l'opposition. La polémique est telle que la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a dû faire une mise au point devant la presse. L'endroit où cela a été découvert est une zone très fréquentée où passent de nombreux visiteurs de l'aile ouest de la Maison-Blanche. Je n'ai pas d'autres informations à vous partager. Le Secret Service enquête sur cette affaire. Cela relève de leurs compétences et nous allons donc laisser l'enquête se poursuivre. Nous sommes convaincus que le Secret Service parviendra à faire toute la lumière sur cette affaire. La seule chose que je peux vous partager, comme vous le savez et l'avez tous rapporté, le président, la première dame et leur famille n'étaient pas ici ce week-end. Et comme vous le savez également, ils sont partis vendredi et viennent juste de rentrer. Alors, selon plusieurs médias américains, la cocaïne a été trouvée au rez-de-chaussée de cette aile ouest, dans une zone où les touristes doivent laisser leur téléphone pour des raisons de sécurité avant les visites guidées du bâtiment. Certains disent même que la cocaïne a été trouvée dans les casiers où ces visiteurs sont censés déposer leurs affaires, ce qui laisserait donc penser que la drogue appartenait à l'un de ces touristes finalement. Bon, alors évidemment, ça n'empêche pas une polémique nationale sur le sujet chez nos amis américains. Oui, le sénateur républicain Tom Cotton en appelle à faire toute la lumière, toute la transparence, à rendre public le lieu exact où la poudre a été trouvée. Le peuple américain mérite de savoir si des drogues illégales ont été découvertes dans une zone où des informations confidentielles sont partagées, écrit-il dans une lettre adressée à la directrice du Secret Service. L'ancien président Trump aussi, également candidat, vous le savez, à la prochaine présidentielle, y est allé encore plus franchement. Sur son réseau social Truth, il écrit: est-ce que quelqu'un croit vraiment que la cocaïne trouvée dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, très proche du bureau ovale, est destinée à l'usage de quelqu'un d'autre que Hunter et Joe Biden? Mais attention, les fake news médias commenceront bientôt à dire que la quantité trouvée était très petite, que ce n'était pas vraiment de la cocaïne, mais plutôt de l'aspirine, et l'histoire va disparaître. Voilà ce qu'écrit Donald Trump. Hunter Biden, qui l'accuse, le fils de Joe Biden, cible récurrente des républicains et de Donald Trump pour ses affaires ukrainiennes, mais aussi effectivement sur le sujet de son passé chaotique truffé d'addiction. L'affaire du sachet de poudre a pris... Ça ressort. Oui, l'affaire du sachet de poudre a pris une telle ampleur qu'elle s'est même invitée, figurez-vous, à la réception du Premier ministre suédois par Joe Biden.
Alors le président des États-Unis, lors du point presse avec le Premier ministre suédois, était surtout venu parler protection des valeurs démocratiques, solidarité et aide humanitaire aux victimes ukrainiennes de la guerre, sauf que... Sauf que beaucoup de journalistes ont tenté en vain de l'interroger sur cette affaire stupéfiante, une affaire qui met le feu aux poudres et qui, les Républicains l'espèrent en tout cas, pourrait laisser des traces avec en ligne de mire la présidentielle l'année prochaine. Et comme à chaque fois, chacun essaye de tirer son épingle du jeu. Merci Félix Mathieu. Dans un instant, coupez pas votre poste de radio, c'est impossible. David Lapartien, le président du CNOSF, le président de l'Union cycliste internationale et le président du département du Morbihan est avec nous. Ces interventions se font rares dans les médias. Beaucoup de questions, notamment à 1 an des Jeux Olympiques de Paris 2024. Où en est la vie institutionnelle du sport? Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. Dans 1 an, à l'heure même où on se parle, nous serons en train de préparer chacun à notre manière les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Seulement, la France s'est faite peur avec une sacrée histoire. La famille du sport français était en crise. Nos confrères du Monde ont déclaré, je cite, « un an de crise qui aura montré aux yeux du monde entier lors d'une farce consternante en quoi le sport français pouvait exceller, les coups bas et les guerres de clans ». Que fallait-il faire? Déjà un nouveau président du CNOSF, David Lapartien. Il est avec nous. Bonjour David Lapartien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous ai présenté comme président du CNOSF. Je n'oublie pas qu'en plein Tour de France, vous êtes aussi le président de l'Union cycliste internationale et qu'en ce moment où nos régions ont des problèmes de reconstruction après ces émeutes, vous êtes aussi président du conseil départemental du Morbihan. La question que tout le monde vous pose, comment vous faites? Il y a 3 fois 8 heures, ça fait 24 heures, vous ne dormez jamais. Alors c'est vrai qu'il y a 3 fois 8 heures, mais j'ai des nuits qui sont un petit peu plus courtes en ce moment. C'était très sincèrement pas prévu que je sois président du Comité national olympique et sportif français. Après, je travaille 85 heures par semaine, j'essaie de faire 15 heures par jour, mais ça a quand même des limites. Pour autant, bon, ce sont des mandats passionnants et j'essaye d'être à la hauteur de la responsabilité que m'ont confié les électeurs. Et surtout, la famille du sport français a fait appel à vous. Ils ont été nombreux à prendre position pour que vous veniez d'une certaine manière en pompier, parce que s'est-il passé? La présidente précédente, Brigitte Henriquez, a eu d'énormes problèmes de gestion humaine, de direction. C'était quoi le problème au CNOSF? Bon, il y avait différentes natures de problèmes, sans s'éterniser, qui ont fait que on arrivait dans une situation qui était complètement intenable. Et donc la présidente a pris la décision finalement de démissionner le 25 mai dernier, avec date d'effet au 29 juin. Et dès lors, effectivement, un certain nombre de collègues du CNOSF m'ont demandé d'y réfléchir activement, d'être candidat et d'être finalement le candidat un peu de la pacification, de l'unité. Et donc dans ce cadre-là, j'ai accepté, mais bien évidemment, je n'avais pas imaginé d'être président du CNOSF. Les 2 autres mandats suffisant largement à ma peine. Près d'une trentaine de salariés ont quitté le navire depuis le début de la crise. Le navire comprenait le CNOSF. Vous allez déjà devoir faire un sacré travail de DRH, non ? Alors, il y a effectivement un gros travail, mais j'ai commencé puisque mardi matin, j'ai réuni l'ensemble des salariés du CNOSF. Aujourd'hui, ce sont 118 personnes qui travaillent au Comité national olympique et sportif français. Je les ai réunis pour les rassurer, pour leur donner le cap, pour leur dire ce qu'on allait faire dans les 2 ans à venir. Et je crois que ça a été utile. Les salariés dans n'importe quelle structure ont besoin de savoir finalement pourquoi on se lève le matin, quelle est la direction, qu'est-ce qu'on a à faire, et qu'on soit aussi dans un climat rassurant, apaisant. On a plein de salariés qui ont plein d'énergie. Il faut juste qu'on redonne un petit peu de sens à l'action qu'ils font. Et il y a plein de compétences, donc on va y arriver. Bon, c'est quand même incroyable parce que ça reste du sport et nous avons l'impression de l'extérieur que ces conflits dépassent largement la passion. Vous êtes pleinement mobilisé pour les enjeux majeurs qui se profilent. Évidemment, je le disais en préambule, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Quelles sont vos premières actions concrètes pour reprendre la main? On rappelle peut-être les prérogatives du CNOSF, c'est-à-dire c'est vous qui, d'une certaine manière, managez les sportifs, plus généralement, on va dire.
Tout à fait, puisque les sportifs, pendant les Jeux Olympiques, quels qu'ils soient, sont sous l'autorité, la sélection est équipée par le Comité national olympique et sportif français. Donc il y a des urgences. Le premier rendez-vous, quasiment que je l'ai fait, avec celui des salariés, c'est aussi avec Tony Estanguet, président de Paris 2024. On a plein de choses à faire ensemble et il fallait afficher aussi cette unité entre l'organisation Paris 2024 et le comité olympique, le CNOSF. Après, on a des enjeux sur les équipements, notamment les équipements techniques pour nos athlètes, plein de sujets pratico-pratiques. On aura la semaine prochaine à désigner le chef de mission. Je réunirai l'ensemble des présidents de fédération olympique la semaine prochaine. Donc l'agenda est chargé. Le but est d'être opérationnel, pleinement tourné vers Paris 2024 dans un climat apaisé. On aura des stades qui seront aux 2 tiers français. Les 2 tiers des billets qui ont été vendus l'ont été à des Français. Donc on aura des drapeaux bleu, blanc, rouge partout. On aura un engouement. On a envie de vibrer. On a envie d'avoir de l'émotion. Et quand on est dans le sport de haut niveau, eh bien on sait que les petits détails font la différence. Et donc une ambiance sereine sera un élément déterminant de la performance. David Lappartient, c'est quand même une sacrée charge. Elle est symbolique, elle est importante. Vous avez à finalement vérifier que tout se passe bien pour les athlètes français. Est-ce que vous êtes, c'est une responsabilité, je le rappelle, pour l'instant convaincu de la réussite de tout cela? Alors oui, je suis convaincu de la réussite à 2 niveaux. D'abord, la réussite de l'organisation. Ces Jeux vont être une réussite. On est dans les temps, dans les budgets. L'État, enfin la relation aussi avec l'État est très bonne. Et vous verrez que quand on aura effectivement ces premières médailles, cet engouement, l'adhésion populaire sera encore plus forte. Donc ce sera aussi un succès populaire, j'ai aucun doute là-dessus. Et puis, ce sera un succès sportif, j'en suis certain. On a de la chance d'avoir des athlètes français qui performent dans toutes les disciplines, dans toutes les catégories. Ils seront surmotivés à l'idée d'être en France. Et moi, je suis convaincu que l'objectif qu'on s'est fixé avec Madame la Ministre, qui est d'être dans les 5 premières nations au niveau mondial, on y sera. Et les médailles appellent les médailles, donc il faut bien commencer ces Jeux, mais de nature optimiste, je forme le vœu que nous y arrivions. Regardez la Coupe du Monde de foot en 98, on l'a gagnée à la maison. J'espère qu'on gagnera celle de rugby qui va commencer au mois de septembre. Et qui sera à suivre sur Sud Radio, évidemment. Nous serons la radio de la Coupe du Monde de rugby. Vous avez donc cette charge par rapport à la performance, faire en sorte que nos athlètes soient dans les meilleures conditions. Vous avez aussi une lourde responsabilité sur ce qu'on appelle l'héritage. L'héritage, c'est en quoi finalement ces Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 vont insuffler une nouvelle dynamique autour du sport en France. C'est très large ça. Vous avez les moyens aussi de grader cette acquisition magnifique que sont les Jeux Olympiques? C'est un objectif commun entre l'État, Paris 2024, nous-mêmes, nos fédérations, de faire en sorte que finalement la France soit une nation encore plus sportive après les Jeux qu'elle ne l'était avant. On a beaucoup de collectivités qui se sont engagées dans Paris 2024 en étant labellisées terre de jeu, en construisant des équipements sportifs, en accueillant des nations étrangères. Eh bien, il faut capitaliser là-dessus. Et Paris 2024, qui s'arrêtera au 31 décembre 2024, nous passera quelque part le flambeau. Et ce sera à nous, en lien avec l'État, en lien avec les collectivités territoriales, de transformer l'essai. Et je suis convaincu qu'on va y arriver. C'était un des objectifs de ma discussion avec Tony Estanguet mardi dernier, et c'est l'objectif de ma réunion avec Madame la Ministre que nous avons lundi prochain. David Lappartient, nous profitons vraiment de votre présence. Je le rappelle, vous êtes désormais président du CNOSF, mais également président de l'Union cycliste internationale. Tiens, en ce moment, il y a un certain événement qui s'appelle le Tour de France, avec aujourd'hui la venue du président Macron sur l'une des étapes reines des Pyrénées. Votre pari, il est aussi pour le cyclisme de faire un sport qui va dans le sens de la sécurité. Il y a eu un drame récemment, le décès de Gino Madère en course, le coureur suisse. Beaucoup de jeunes veulent faire du vélo. Il y a des peurs, des craintes des parents. Les dangers en course, mais aussi sur nos routes, à l'entraînement, c'est une galère pour les cyclistes. Là aussi, vous avez une responsabilité.
Naturellement, on a une responsabilité. Alors la responsabilité directe, on va dire, sur les courses cyclistes. Et nous avons lancé, donc la veille du départ du Tour de France, avec Christian Prudhomme, qui est le président de l'association des organisateurs de courses cyclistes au niveau international, avec le Richard Plug, qui est le président de l'association des groupes cyclistes professionnels, avec le président du syndicat des coureurs, Adam Hansen. Nous avons lancé une mission collective, c'est de renforcer la sécurité en se disant: ne cherchons pas des boucs émissaires, des responsabilités, travaillons ensemble. Nous avons un vrai défi et nous allons le relever en prenant des initiatives, en créant aussi une fondation indépendante qui va être en charge de gérer l'ensemble de ces aspects, même si ça restera de la responsabilité des organisateurs. Mais l'appel que nous lançons quelque part, et là il est plus large, avec notamment les organisateurs, les coureurs, c'est aussi de faire attention à la multiplication des obstacles sur les routes. Oui, ça c'est une galère. Je le dis en tant que président de département, puisque je gère dans mon département 4200 km de route. 95% de l'itinéraire de Tour de France est sur des routes départementales et on sait que tous les départements font le mieux qu'ils peuvent. Mais on sait aussi que dans les villes, dans les bourgs, il y a beaucoup de pression sur les maires. J'ai été maire pour mettre des ralentisseurs, des dos d'âne, des îlots, des terre-pleins. Ça peut parfois être bien pour ralentir pour monsieur et madame qui y vont tous les jours. Mais ça devient un danger pour les cyclistes. Pour le cycliste, et parfois on peut combiner les deux. Moi je vois des pays comme la Belgique, comme d'autres pays où c'est plus dense que chez nous, mais on arrive à ralentir les voitures sans mettre forcément des obstacles en plein milieu, et donc c'est un danger. Et donc nous lançons un appel parce que on a à peu près tous les 7 ans un doublement du nombre d'obstacles sur la route. Oui. Et donc, c'est pas parce que l'UCI met pas les bonnes règles, c'est pas parce que ASO ou le Tour de France ou les organisateurs ne font pas leur travail ou parce que les coureurs sont distraits, c'est aussi parce qu'on a plus d'obstacles. On a, nous, à améliorer des procédures internes, c'est clair. Les coureurs ont aussi à améliorer parfois le comportement, l'attention en course, mais on lance aussi un appel aux collectivités. Et c'est aussi. Et c'est un chantier immense. Merci beaucoup David Lapartien, président du CNOSF, président de l'Union cycliste internationale et président du conseil départemental du Morbihan, de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Nous vous laissons retourner au travail et nous passons tout de suite la parole à André Berkoff. À demain.